Bonjour. Donc pour faire suite aux vidéos où je présentais un petit peu le symbolisme du corps humain avec les trois grandes formes géométriques que sont la ligne droite, le cercle et le carré, et puis à la vidéo d'introduction aux 5 éléments, je vais reprendre le corps humain ici et avec donc les éléments qui sont représentés, et on va essayer de faire un petit voyage symbolique qui va nous présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe quand la conscience voyage dans les différentes parties du corps humain en accord avec les 4 éléments. On va commencer du bas vers le haut pour faire un petit peu oriental. Vous savez que les Chinois, c'est toujours de la terre vers le ciel, puisque c'est ce principe d'évolution en fait qui est de la matière vers l'esprit, de la terre vers le ciel, du bas vers le haut. Donc qu'est-ce qui se passe quand la conscience se place dans les jambes et en accord avec l'élément terre. Donc déjà, pourquoi on a placé l'élément terre en bas dans les jambes? Parce qu'il y a plusieurs manières de placer l'élément terre dans le corps. On peut dire que tout le corps c'est de la terre si on veut, ce sera juste. Là, pourquoi on a placé les jambes dans cette représentation-là? C'est parce que finalement les jambes, et en particulier les pieds, c'est ce qui est toujours en contact avec la terre. Donc déjà ça c'est un truc assez symbolique, assez frontal. Les pieds c'est l'endroit de fusion entre moi et la terre. Si vous voyez quelqu'un marcher sur les mains, c'est toujours un petit peu particulier. Vous dites que ça n'a pas duré très longtemps. Donc les pieds c'est vraiment le lieu de contact avec la terre. Donc naturellement on va associer la terre aux pieds. Et les jambes, puisque les jambes vont symboliser tout naturellement notre capacité de déplacement et d'action. Vous savez par exemple, il y a un proverbe chinois qui dit tant qu'on a confiance en ses jambes, on se sent jeune. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on a confiance en ses jambes, on est confiant sur son potentiel d'action. À partir du moment où quelqu'un nous propose d'aller faire ci, d'aller faire ça, et qu'on se dit ou je sais pas trop si mes jambes vont me porter jusque là, ou je sais pas trop si je vais pas avoir trop mal, oh non ça risque d'être trop long pour moi, je vais avoir mal aux jambes, aux genoux, aux chevilles, ou je ne sais quoi. Donc là forcément c'est là où en fait on se sent des limites dans notre potentiel d'action, c'est souvent les jambes. Viens on va là-bas, oh tu sais moi je fais plus ça. Donc pour les Chinois c'est simplement ça la vieillesse. Si en fait on sent que nos jambes vont nous porter, ben c'est comme si on avait 20 ans, quelque part. Donc les jambes, c'est naturellement le potentiel d'action. Donc ça rejoint le symbole de la ligne droite dont j'avais parlé dans une vidéo précédente. La ligne droite étant symboliquement le fait de pouvoir directement relier deux points, donc donner une libre cours à ses désirs. De là à là, ok, pas de problème, on y va, ligne droite. Tout est possible. Quand la conscience est dans les jambes, on est très porté sur l'action et la conscience va vraiment s'identifier à ce qu'elle fait, va s'identifier à toutes ses actions. Donc quand la conscience quelque part est dans les jambes, ce qu'on est un petit peu défini par ce qu'on fait, puisque c'est ce qu'on fait qui est important. A contrario, on verra ça tout à l'heure quand on va remonter, a contrario quand la conscience est au niveau du thorax, dans les poumons et dans le cœur, les idéaux sont plus importants que les actions. On va s'accrocher à un idéal, ici, avec l'élément R, tandis que là, avec l'élément terre, on va plus s'accrocher à une action. Ce qui est important, c'est l'action. J'ai envie de faire ça, je le fais, et je me pose même pas la question de savoir pourquoi. Vous voyez, il y a une sorte de, entre guillemets, de naïveté, dans le sens où il n'y a pas vraiment de remise en question. Tiens, j'ai envie de faire ça, hop, on y va. Ou allez, j'ai envie d'aller voyager, hop, je vais voyager. Pourquoi? Je sais pas, on verra. J'ai juste envie de voir autre chose. J'ai envie de me déplacer, j'ai envie d'entrer dans l'action. Voilà un petit peu, j'essaie de vous donner des images, des mises en situation pour que vous compreniez un petit peu en quoi l'élément terre et les jambes peuvent symboliquement être associés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la conscience est plus installée dans l'élément eau, ici, entrer dans le bassin, entrer dans cet espace entre le bassin et le diaphragme? Mais ce qui se passe ici, c'est que la conscience va commencer à se... et l'individu du coup, va commencer à se poser une question un peu différente.
par rapport à la question qui était dans les jambes, de la direction, de l'action, du voyage à accomplir, de l'aventure un petit peu qu'il y avait dans les jambes. Là, il va y avoir un besoin au niveau du ventre, au niveau de l'élément eau, de se poser en fait. Il va y avoir un moment donné, ça nous arrive tous, à un moment donné de nos vies, de se dire, mais pourquoi je fais tout ça? Mais j'ai l'impression qu'en fait je cours à droite à gauche et puis je fais toujours la même chose. En fait je marche, j'agis, et j'ai l'impression de tourner en rond. Où j'ai l'impression de ne pas savoir quelle est mon identité, mon port d'attache. Je vais ci, je vais là, mais en fait je sais pas quelle est ma place profondément dans toutes les directions que je donne, qui peuvent être justes, fausses, peu importe. À un moment donné, on a besoin de se sentir à sa place. Et cette question-là, on ne peut la trouver que si on arrête de courir à droite à gauche. Donc à un moment donné, c'est quelque chose qui est symboliquement très illustré dans les arts orientaux avec cette position assise où les jambes, hein, en lotus, vont se replier vers le bassin et où en fait on range nos jambes parce qu'en fait quelque part on en a fini avec le fait de courir à droite à gauche et on essaye de rentrer dans un espace d'intériorité pour finalement nourrir un peu plus cet espace du ventre dans un premier temps, qui va nous donner une plus grande sensibilité. Dans le ventre, et l'eau, en fait, c'est le symbole de la sensibilité. L'eau frémit au moindre changement. Si la terre tremble, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'eau réagit et vibre. On peut voir l'eau vibrer alors qu'on ne sent pas la terre bouger. La moindre petite brise va créer des rides sur la surface de l'eau. L'eau est extrêmement sensible. Donc entrer dans l'élément eau, c'est entrer dans la sensibilité. Et donc pour ça, on a besoin de sécurité. Donc maintenant, je vais un petit peu développer l'analogie qu'on a entre l'élément eau et ce qui se passe entre le bassin et le diaphragme dans le corps humain. Donc, par exemple, les grandes fonctions du bassin, c'est, dans un premier temps, stocker. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrête de bouger à droite à gauche, eh ben, il faut du stock, puisqu'on va rester à un endroit précis. On va arrêter de se déplacer tout le temps, donc il nous faut du stock. Si on n'a rien dans le frigo, rien dans les placards, ben on va être obligé de repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc stocker, c'est important pour cultiver l'eau. Enfin, l'eau symbolique, hein. C'est-à-dire l'apaisement, la sensibilité de l'élément eau. Donc, qu'est-ce qui stocke ici? Ben, déjà l'estomac. L'estomac qui stocke les aliments qu'on reçoit, on mange et l'estomac stocke dans un premier temps. Ensuite, le bol alimentaire descend dans les intestins et les intestins font un tri. Et ce tri sert à prendre l'énergie des aliments et cette énergie, encore une fois, elle est stockée dans le corps. C'est parce qu'on mange qu'on peut durer dans le temps. Tout ce qui se passe ici au niveau de la digestion, finalement, c'est une manière qu'a le corps de prendre de l'énergie et de la stocker pour pouvoir durer dans le temps. Le foie stocke le sang. Donc, encore une fois, ce stockage du sang dans le foie nous permet finalement d'avoir de la réserve pour pouvoir, quand on voudra se mettre en action, avoir une réserve de sang qui va partir dans les muscles pour pouvoir faire un effort physique. À la fois, le foie stocke le sang, mais le foie aussi distribue le glucose, et donc on distribue de l'énergie de manière un peu comme une perfusion, vous savez, où il y a un petit goutte à goutte. Le foie, comme une perfusion, distribue le glucose petit à petit. Si on n'avait pas de foie, on serait obligé de manger toutes les 10 minutes. Donc on ne pourrait pas entrer en méditation. Donc ça c'est le stockage. Donc vous voyez à quel point le stockage finalement dans le corps, c'est clairement, ça se passe clairement au niveau du ventre. Vous avez l'élimination avec les reins, les urines, la vessie, avec le gros intestin et les intestins qui à la fois, intestin grêle et tout ça, servent à trier, digérer, agit comme un filtre pour prendre ce qu'il y a à prendre dans le bol alimentaire et en même temps à amener vers le rectum pour l'évacuation des selles. On a vraiment aussi cette notion d'éliminer. Éliminer les déchets, éliminer ce qui ne nous est pas nécessaire, éliminer les urines. Les urines, en fait, on va éliminer les déchets qu'il y avait dans les liquides du corps. Et puis les selles, on élimine
les déchets, ou du moins ce qui ne nous a pas été utile dans l'alimentation qu'on a ingérée. Donc cette notion d'élimination est une conséquence du stockage en fait, puisqu'on doit stocker, on doit trier et on doit éliminer, parce que sinon on ne peut pas juste stocker indéfiniment. Donc ça c'est des problèmes de l'ordre de l'eau. C'est parce qu'on a décidé de rester à un endroit qu'il faut à la fois accumuler et puis éliminer. Puisque quand on est en déplacement, pas besoin de stocker. Imaginez que je sois juste un voyageur. Imaginez que la nature soit très présente là où je suis. Je croise un cerisier, ah, tiens, je mange des cerises et puis voilà, je repars. Je me dis pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Imaginez que je suis un chasseur-cueilleur, je suis là dans la forêt, je vois un lapin, hop, et ben voilà, ce sera du lapin. Je suis un petit peu dans l'instantanéité. J'ai pas de stock. Okay. Je prends ce dont j'ai besoin dans l'instant présent, point barre. Donc vous voyez un petit peu la différence avec l'élément eau et avec le bassin. On a ces notions de stockage, ces notions d'élimination et de l'organisation des réserves. Donc qu'est-ce qui se passe quand la conscience est pleinement dans l'eau? Ce qui se passe en fait, c'est que avec ces notions de stockage et de gestion des réserves vient la notion de propriété. Donc, parce que du coup, mon stock c'est mon stock. C'est-à-dire, si quelqu'un débarque chez moi et vient dans mon frigo et commence à prendre des trucs et se barre, je vais me dire, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il vient, il prend dans mon frigo. J'ai une notion de propriété. C'est impossible de faire autrement. Alors que quand je suis dans la nature et que je m'arrête sur un cerisier, que je prends 2-3 cerises et je repars, si quelqu'un d'autre s'arrête et prend des cerises, je vais pas dire, eh oh, attention, c'est mon cerisier ça. Bah non, bien sûr, il n'y a pas de notion de propriété. La nature est abondante pour tout le monde quand la conscience est dans les jambes. Par contre, quand la conscience est dans le ventre, on a un petit peu cette notion de « Attends, j'ai besoin de ça pour durer, parce que moi je suis là pour longtemps, donc tu vas pas commencer à piocher dans mes réserves. » Donc on va commencer en fait à dresser des limites entre ce qui est moi, ou ce qui est à moi, et ce qui est en dehors. Et donc en fait, il y a avec cette notion de propriété, ou d'appropriation, naît forcément, en parallèle, en même temps, la notion de danger. La notion que, en fait, le monde n'est plus un lieu d'abondance dans lequel je peux piocher ça et là, mais ça devient, le monde entier devient un danger pour par rapport à mes réserves ou à mes possessions, puisque je possède, je peux être dépossédé. Donc tout devient dangereux. Donc la peur, en fait, est très associée à l'élément eau, et cette peur primordiale, en fait, c'est ça, c'est la peur d'être dépossédé. Parce qu'à un moment donné, pour entrer dans l'élément eau, on est obligé d'avoir un sentiment de possession, puisqu'on est obligé de stocker. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Et donc c'est pour ça que quand on parle du travail émotionnel, qu'on associe souvent à l'eau, on ne peut pas ne pas considérer la peur, puisque forcément elle vient de là. Quand la conscience habite pleinement l'élément eau, la liberté de mouvement qu'on avait dans les jambes est remplacée par un besoin de sécurité, de protection. Être enfermé dans l'enceinte. Le ventre, on rentre dans le carré. Enfin, je dis ça parce que je fais référence à la vidéo que j'avais fait avant sur le cercle, le carré, la ligne droite. C'est comme si mes jambes et mes bras c'était des lignes droites, mon buste c'était un carré et ma tête c'était un cercle. Donc là, dans le ventre, dans l'eau, on rentre dans le carré. Donc on rentre dans l'enceinte. Cette enceinte est un lieu de sécurité et de protection. La sécurité et la protection, pourquoi? Parce que justement je m'arrête à cet endroit-là, je me pose. Donc comme je me pose, je suis vulnérable. Donc comme je suis vulnérable, j'ai besoin de protection. Donc tout ce qui est besoin de sécurité et de protection, ce sont des besoins qui sont créés quand la conscience est dans le ventre. Vous voyez le raisonnement. La logique analogique. Donc on pourrait se dire, trop nul, la peur, on n'en voulait pas, nous. Allez, on quitte le ventre. Mais c'est pas si simple, en fait on a besoin de maturer la conscience de soi dans le ventre. Puisque si la conscience n'entre jamais dans le ventre, on ne sera jamais des êtres sensibles.
dans les jambes, tout ce qu'on fait doit être absolument utile. Si vous êtes en voyage, si vous êtes chasseur-cueilleur ou que vous avez un sac à dos et que vous êtes en train d'avancer, tout ce que vous faites doit être utile. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Si vous arrêtez, vous êtes vulnérable. Si vous arrêtez, il faut commencer à faire un feu, il faut penser à ce que vous allez manger. Vous avez plein de choses à faire en fait. Vous n'avez pas de stock. Vous êtes au jour le jour, vous êtes dans l'instant présent, donc il faut toujours réagir. Parce que si vous arrêtez et que vous faites rien, vous allez avoir froid, vous allez avoir faim, et puis finalement vous allez être mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est obligé à un moment donné, si on veut développer la sensibilité, d'entrer dans l'espace du ventre. Et donc, d'être exposé à la peur. Et d'être exposé à l'illusion de la possession. C'est obligatoire. Et ce qu'il faut se dire, c'est que cette sécurité matérielle qui nous est amenée dans le ventre parce qu'on est capable de stocker, d'organiser des réserves, et donc d'avoir un instinct de possession, c'est évident. Cette sécurité matérielle, en fait, elle contribue à la confiance en soi et au bien-être physiologique. Dans les jambes, en fait, on était obligé d'avoir confiance en la nature, on était obligé d'avoir confiance en la vie, en général, aux éléments, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans un bateau en solitaire et que vous traversez l'Atlantique, vous êtes obligé d'avoir confiance aux éléments. Parce qu'à un moment donné, s'il y a une tempête, vous êtes pris dedans et que votre bateau est englouti, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes obligé de vous en remettre aux conditions extérieures. Donc soit vous avez la foi et vous le faites, soit vous avez trop peur et vous le faites pas. Mais en fait, on peut pas avoir confiance en soi quand on est tout seul sur un bateau. Parce que on pourrait faire de son mieux. Hein. S'il n'y a pas de vent et que le bateau n'avance pas, eh ben, on reste planté là. On peut rien y faire. Donc il n'y a pas vraiment de confiance en soi possible. On s'en remet à l'extérieur. Donc la confiance en soi qu'on acquiert dans le bassin, en fait c'est une confiance en soi qui vient du fait de, justement, contacter ses peurs et travailler sur ses peurs. C'est la confiance en soi qui naît du travail de l'eau, quand la conscience est pleinement dans l'eau. Et ensuite, cette sécurité, cette abondance matérielle permet un bien-être physiologique, dans le sens où le fait d'avoir des réserves, du stock et tout ça, nous permet de toujours manger à notre faim et de pouvoir ne pas avoir de problème physiologique. C'est-à-dire que, bon, ça c'est quelque chose qui nous parle pas trop, nous, ici en Occident, parce qu'on est dans l'abondance tout le temps. Mais voilà, il y a plein d'endroits dans le monde où les gens sont mal développés parce qu'ils n'ont pas été assez nourris dans leur enfance. Cette organisation des réserves qui va avec l'élément eau et la conscience dans le ventre, comme tout, a ses aspects vertueux et ses dangers. Voilà. Donc le danger, c'est d'être trop dans l'instinct de propriété, de s'approprier les choses, de s'approprier les terrains. On est en train de mettre des clôtures partout, ça c'est chez moi, ça c'est chez l'autre. Et donc c'est un petit peu la source de toutes les guerres, hein, de tous les conflits. C'est toujours des conflits de comment on organise l'espace entre les différents peuples ou les différentes personnes. C'est malheureusement la source de tous les conflits. Et en même temps, le fait de délimiter un espace, de pouvoir stocker et d'avoir cette sécurité, cette abondance, c'est ça aussi qui va permettre à la conscience d'avoir une confiance et une conscience de soi plus profonde et d'avoir une pérennité et une stabilité et un bien-être physiologique aussi. Voilà, donc maintenant on va passer au niveau de l'air, au-dessus du diaphragme. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il quand la conscience est dans l'air? Donc déjà, l'air, c'est les poumons. Et donc, au-dessus du diaphragme, il y a juste les poumons et le cœur. Donc les poumons, déjà, ils reçoivent l'air. Ils reçoivent l'air. Donc l'air, ça a toujours été les idées. On dit, les dieux soufflent et l'homme est inspiré. Donc c'est comme si quand les dieux expiraient, l'homme pouvait inspirer et s'infuser de quelque chose de divin, voilà, des idées. Quand quelqu'un est très pétillant au niveau de son esprit, on dit qu'il manque pas d'air. Et donc ces idées vont nourrir le cœur, puisqu'en fait l'air
vient remplir les bronches et les poumons, et au niveau des poumons, il y a une réaction chimique qui fait que le sang capte l'oxygène, le noyau ferreux qu'il y a dans l'hémoglobine capte l'oxygène qui est dans les poumons, et le sang rougit. Donc cette couleur rouge de l'engagement vient du contact avec l'air des poumons. Voilà. Donc le rouge du cœur vient de l'air, en fait. C'est comme si l'oxygène c'était le feu de l'air, et le cœur rougit au contact du feu de l'air. Donc l'air, c'est un petit peu la pensée, la communication, l'échange. On en avait parlé dans une vidéo précédente où j'avais introduit les éléments. Donc quand la conscience est dans l'air, l'individu est très porté sur les idées et sur les utopies, un petit peu. Il imagine le monde tel qu'il pourrait être, un monde rêvé, un petit peu. Donc c'est un petit peu la base pour changer les choses, c'est qu'il faut avoir des idées nouvelles, ou il faut se dire que les choses peuvent être différentes. Il faut être assez proche de certaines utopies pour que les choses évoluent. Donc, et des combats pour les accomplir. Voilà. Donc les combats du thorax sont des combats pour les idées. On a la vision du futur avec le poumon. Ben oui, parce qu'en fait on voit les choses qui ne sont pas encore là et qui pourraient être là. Donc en fait on mène des combats pour améliorer les choses. Alors que dans les jambes, quand on était au niveau de la terre, on avait juste envie d'expérimenter. On n'avait pas forcément envie de changer les choses. Quand la conscience est dans les jambes, l'élémentaire, et qu'on a par exemple envie d'aller se balader dans la nature, c'est pas pour aller changer la nature, non, c'est pour s'infuser de quelque chose qui est là, c'est pas pour changer les choses. Là, les idéaux, c'est vraiment en lien avec, finalement, c'est pour balayer un petit peu les valeurs du ventre, la conscience du thorax. Puisque dans le ventre, on avait fixé les choses, on avait délimité, on avait créé quelque chose de stable pour pouvoir, en fait, se poser et faire preuve d'une grande sensibilité. Sensibilité à soi-même et sensibilité aux autres. Parce que ça, j'en ai pas trop parlé, mais la confiance en soi naît du fait d'avoir une relation harmonieuse avec les autres aussi. Donc dans le ventre, on va harmoniser notre sensibilité pour harmoniser notre rapport à l'autre et avoir un rapport sensible à l'autre. C'est pour ça que dans l'élément eau et la conscience du ventre, on a aussi l'empathie qui est très présente. Donc je reviens c'est une petite parenthèse, mais je reviens dans l'élément air et dans les poumons. Quand la conscience est dans les poumons, on a donc cette vision du futur, puisque forcément, on est inspiré. Être inspiré pourquoi ? Pour matérialiser quelque chose qui n'est pas encore. Donc en fait, on voit des choses qui ne sont pas là et qui pourraient l'être. Et donc, on a une vision du futur potentiel, puisque connaître précisément le futur, je pense que c'est impossible. Mais par contre, on peut capter, sentir en filigrane des choses qui nous permettent finalement d'être en accord avec des choses qui sont dans l'air. On dit c'est dans l'air. Donc, basiquement, on pourrait dire c'est être à la mode, même si souvent on a un petit peu une vision un petit peu péjorative d'être à la mode parce qu'on trouve ça superficiel. Mais en même temps, être à la mode, c'est ce qui nous permet de toucher le plus grand nombre dans l'instant présent. La mode, en fait, c'est un courant, c'est dans l'air, en fait. C'est ce qui va toucher un maximum de monde dans les mois à venir. Donc, quelque part, pouvoir sentir qu'est-ce qui va être à la mode et s'y conformer, c'est peut-être le meilleur moyen de faire passer quelque chose. Et ça, c'est l'élément R. La vision du futur aussi. Voilà. Et aussi l'ouverture à l'infini. L'ouverture à l'infini. Parce que l'air, déjà, c'est l'élément qui semble infini. Autant on peut nous dire on n'aura pas assez de nourriture, on n'aura pas assez d'eau, on ne peut pas trop nous dire on n'aura pas assez d'air. On n'y croira pas trop, ça. L'air semble vraiment infini. On paye pour des bouteilles d'eau, mais on va pas acheter des bouteilles d'air. Voilà, c'est vraiment que la planète, elle est vraiment dans un mauvais état. Si on commence l'oxygène commence à se raréfier, là, on se poserait vraiment des questions. Donc l'air, c'est vraiment cette notion d'infini. L'infini et l'infini aussi dans la mobilité, dans le passage. C'est très difficile de bloquer l'air. Même dans la maison, on ne veut pas bloquer l'air parce qu'on ne pourrait pas respirer. Donc l'air, de toute façon, c'est ce qui doit passer. Quelle que soit l'enceinte, on ne veut pas bloquer l'air. Parce que si on se met dans une enceinte hermétique, ben, on n'en a pas pour longtemps. C'est comme mettre la tête dans un sac plastique. On veut pas, on veut que l'air passe, on est obligé. Pour que la vie soit là, il faut que l'air passe. Donc l'infini, c'est l'absence de barrière.
Donc c'est bien sûr en lien avec l'élément air. Et ça vient complètement créer une scission entre l'élément eau, et on avait parlé de l'élément eau, et ce rapport à l'enceinte, ce rapport à la protection, le désir de mettre des barrières pour être protégé dedans. Donc là, avec l'air, on a envie de faire péter toutes les barrières. C'est antinomique, hein. Mais attention, quand je parle de la conscience qui passe dans les jambes, qui passe dans le ventre, qui passe dans l'air, faut pas se dire « Ah, moi j'en suis là, moi j'en suis là, ou moi j'en suis là ». La conscience, elle voyage tout le temps. Même au cours d'une seule et même journée, votre conscience peut être un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Ça voyage, hein. Et donc vous pouvez à la fois avoir des désirs d'infini, et à la fois avoir des désirs de limitation. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde. On en soit conscient ou pas, on a tous ces désirs qui semblent antinomiques et paradoxaux et qui doivent vivre ensemble. Donc dans l'air, dans l'élément air, et donc dans la physiologie du thorax, on a l'arbre pulmonaire. Pourquoi on dit que c'est un arbre pulmonaire? Puisque regardez, bon c'est une image stylisée, mais voilà à quoi ressemblent les poumons, à un arbre. Et cet arbre, il a une particularité. Ben, il est à l'envers. L'arbre, il est comme ça. Et donc ces racines de l'arbre, en fait les racines de l'arbre, elles montent et elles sont tournées vers le ciel. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça symboliquement? Ça veut dire qu'en fait c'est plus la vie de la terre qui alimente la vie de l'homme, mais c'est l'essence du ciel qui alimente la vie de l'homme. L'essence du ciel, ce qui est essentiel. C'est-à-dire que quand la conscience est pleinement dans les poumons, l'homme se sent pleinement inspiré par ses idées, par son esprit pétillant qui rougit dans le sens où son esprit est plein de volonté d'action. C'est ça les batailles du thorax, mais de volonté d'action, pas pour nourrir le ventre ou pour nourrir les besoins ni du ventre ni les besoins de la terre, pour nourrir les besoins du ciel, pour nourrir les besoins de son utopie en fait, ou de l'utopie à laquelle il est sensible. Vous voyez, donc voilà l'arbre inversé des poumons qui tire ses racines dans le ciel. C'est une belle image analogique. Du reste, c'est intéressant cet arbre inversé par rapport à l'arbre qu'on voit partout dans nos parcs et dans nos forêts. C'est que fait l'arbre des forêts et de la terre? L'arbre de la terre, il fait quoi? Il transforme le dioxyde de carbone en oxygène avec la photosynthèse. Et que fait l'arbre pulmonaire? Eh bien, il transforme l'oxygène en dioxyde de carbone, puisqu'en fait il donne l'oxygène dans le sang, qui va nourrir toutes les cellules, qui en échange vont lui donner du dioxyde de carbone, et ce sang va redonner le dioxyde de carbone au poumon, qui va lui l'expirer. Donc on a bien une inversion entre l'arbre de la terre et l'arbre du ciel qui est en nous. L'arbre du ciel qui prend l'oxygène et qui rejette le CO2, l'arbre de la terre qui prend le CO2 et qui rejette de l'oxygène. Une belle symbiose entre un arbre qui est comme ça et un arbre qui est comme ça. L'arbre qui est comme ça qu'on voit partout autour de nous et l'arbre qui est comme ça qui est en nous. Intéressant, hein? Donc voilà, c'est joli tous ces petits voyages symboliques parce que finalement c'est obligé de nous parler. Donc voilà, quand la conscience est au niveau du thorax, qu'est-ce qui se passe pour nous? Il y a encore une notion de laquelle je n'ai pas parlé, que je trouve assez importante. Quand la conscience passe du ventre au thorax ou au cœur, c'est que on a une nuance qui arrive entre l'œuvre et le travail. Dans le ventre, on l'a vu tout à l'heure, tout est axé sur le stockage et l'accumulation des ressources pour pouvoir durer le plus longtemps, et donc les richesses, les possessions. Donc forcément, on a la notion de travail, le labeur. On va travailler pour accumuler des richesses. On va travailler pour accumuler des biens et des possessions. Logique. Et on appelle ça un travail parce que, quelque part, on ne travaille pas pour se faire plaisir, on travaille pour avoir. Donc, travailler pour se faire plaisir, ce serait travailler pour avoir un sentiment d'être. Alors que là, c'est plutôt travailler pour avoir un sentiment d'avoir. Comme un petit écureuil. Alors que dès que la conscience est dans le thorax, on a d'autres aspirations par rapport au travail. On veut que toutes nos actions soient au service, hein, comme les racines qui viennent du ciel, toutes nos actions sont au service de ce qui est essentiel pour nous, d'une réalisation grandiose de l'ordre de l'esprit. Et du coup, on a cette notion d'œuvre. On réalise une œuvre. Quand la conscience est ici, on n'est plus en train de travailler, on est en train de réaliser une œuvre. Et donc on ne compte plus le temps. Le temps, c'est plus de l'argent.
Si un peintre se met sur sa toile, il va pas se dire tiens, je peins 1 heure et demie, je mets ma montre, quand ça sonne, j'arrête. Ben non. S'il est à fond dans sa peinture et qu'il fait ça, la montre elle va sonner et oh là là, je continue, je suis trop dedans. Je suis en train de réaliser mon œuvre. Le temps n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, le rapport à ça, ça vaut ça, ça vaut ça, ça marche dans le ventre, mais ça marche pas dans le thorax. Quand je dis ça, il ne faut pas mettre de notion de valeur. En fait, il faut arriver à comprendre ces choses-là et à jouer avec les deux. Parce que nous, on ne peut pas être juste en train de réaliser une œuvre. Parce que sinon, on est juste un utopiste. Et il y a plein de gens qui vont nous dire non, mais remets les pieds sur terre. Tu as une réalité matérielle. Tu dois tenir. Tu ne pourras jamais continuer à faire ton œuvre si tu n'as pas de subsistance matérielle. Si tu n'as pas créé une enceinte dans laquelle tu peux te poser pour œuvrer. Et cette enceinte, il faut ce lieu de protection, il faut le mettre en place, et pour ça, il faut travailler. Donc il faut travailler et réaliser son œuvre, c'est les deux choses à réaliser pour nous. Donc si jamais, par exemple, vous avez la chance d'être rentier et de ne pas avoir besoin de travailler, dites-vous que c'est une bénédiction, vous pouvez œuvrer. Et sinon, pour la plupart des gens, il faut travailler et œuvrer. Et ce qui est triste, c'est de ne passer sa vie à juste travailler et de ne jamais contacter ce qui nous inspire et ce qui nous donne envie d'exprimer qui on est profondément, puisque bien sûr, toutes ces aspirations profondes, c'est ça qui va nourrir le cœur et notre unicité. Et cette unicité, c'est ce qui va nous permettre de sentir ce qui est important pour nous et d'être tolérant pour ce qui est important pour les autres. Donc on n'est plus dans la compétition, on est dans l'affirmation de soi, et on sait qu'on est tous différents, et donc à chaque fois on va regarder, tiens, qui es-tu toi? Et pas sans essayer de rentrer en compétition, puisque entrer en compétition, c'est le ventre. Dans le ventre, on est tous pareils, parce que ça rassure d'être tous pareils. Et puis en fait, on veut une relation harmonieuse. Pour avoir une relation harmonieuse, il faut qu'on partage des valeurs communes. Donc en fait, on se cherche des points communs dans le ventre. Alors que dans le thorax, on se cherche des différences. On cherche en quoi moi je suis différent de l'autre. En quoi, qu'est-ce qui est unique à moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? C'est pas forcément essentiel pour l'autre, c'est essentiel pour moi. Et donc il faut jongler entre ces deux choses-là. Ici, naturellement, on va se mettre en compétition parce que, comme on est tous pareils, il faut bien qu'on se différencie. Donc il faut qu'on entre en compétition pour se différencier. Et ici, il n'y a plus de compétition, puisque d'emblée, on n'est pas tous pareils. Donc il y a compétition à faire avec personne. On est tous différents. Donc on n'a pas besoin de se différencier. Vous voyez? Donc c'est un petit jeu comme ça qu'on peut voir avec la conscience, soit dans le thorax, soit dans le ventre. Bien sûr, le but, c'est pas ni d'être là ou là, c'est de pouvoir avoir un passage harmonieux entre l'un et l'autre. Et jouer avec toutes ces choses-là, toutes ces notions-là. Les faire vivre ensemble, sans en diaboliser une ou sans en étouffer une. Parce que souvent, on a tendance, comme on est quand même très incité à cultiver les valeurs du ventre dans les sociétés actuelles, du coup, les valeurs du cœur et du thorax sont souvent un petit peu mises de côté, et donc on perd l'engouement. On est dans des sociétés qui créent beaucoup de dépression, de suicide et de tristesse en fait, parce que on ne peut pas s'exprimer dans son cœur et dans ses poumons. Enfin, du coup, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le faire. Voilà pour cette idée de travail et d'œuvre que je trouve assez importante, c'est pour ça que j'ai pris le temps de la développer. Maintenant, le feu, la tête. Symboliquement, le feu, c'est l'esprit, mais surtout le monde métaphysique, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui serait en dehors du temps et de l'espace. Donc rien à voir avec l'esprit tel qu'on le conçoit quand on pense à la pensée analytique, petit discours intérieur qu'on peut avoir dans notre tête. Tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec le feu symbolique, hein. Même si quelque part c'est du feu, mais c'est une version du feu très matérielle. Le feu symbolique, c'est l'esprit métaphysique, c'est le monde des idées platoniciennes, c'est le Wuji des Chinois, voilà, c'est la béatitude, le nirvana, c'est tout ce que vous voulez, c'est vraiment la réalisation spirituelle en dehors du temps et de l'espace. Parce qu'on parle beaucoup du présent pour ça, puisque le présent finalement c'est le non-temps.
Le présent, c'est insaisissable. Si on est vraiment dans le présent, on est hors du temps et de l'espace. Donc en fait, on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On n'est pas plus dans le temps, en fait. Quelque part, être dans l'instant présent, c'est ne plus être dans le temps. Donc ça nous arrivait un petit peu quand on contactait le cœur et qu'on était en train d'œuvrer dans notre œuvre. Mais là, quand on parle du feu, que la conscience est vraiment dans la tête, alors là, on n'est carrément plus là. État de conscience complètement modifié. C'est ça le feu. Donc, le feu est en relation avec la lumière. Et donc, dans notre corps, qu'est-ce qui capte la lumière? C'est surtout les yeux. C'est les yeux qui créent une image en captant la lumière. Donc, et le feu, c'est l'élément qui monte. C'est le seul élément, on avait vu ça dans la vidéo précédente, c'est le seul élément qui va naturellement vers le haut. Le feu monte. Si j'allume un feu au pied du mur, il va grimper au rideau. Donc c'est le symbole de notre désir d'élévation, de notre désir de remonter à la source, qui est l'esprit pur, et du coup le feu métaphysique. Et ça, c'est dans la tête. Le feu, c'est les étoiles, et bien sûr, la représentation des étoiles dans le corps humain, c'est toutes les neurones qu'on a dans la matière grise. C'est comme un univers, les neurones qui s'allument comme ça dans le cerveau nous font penser à ces milliards d'étoiles qu'on voit dans le ciel quand on regarde la nuit la voûte céleste. La voûte crânienne et la voûte céleste sont vraiment analogues. Et donc, le feu, c'est l'accomplissement de l'homme, c'est la dernière étape, c'est le retour de l'homme à son origine, qui est vraiment le monde métaphysique, l'Olympe pour les Grecs, ou le monde des dieux, les anges, Jérusalem céleste, tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a des tas de façons de parler de ça, en fonction des différentes cultures. Et c'est toujours en lien avec la tête. Bien sûr, la glande pinéale et pituitaire, qui sont aujourd'hui connues pour être en analogie avec les capacités spirituelles. Donc le principe d'une conscience qui est capable de plonger dans le feu métaphysique de la tête, c'est qu'en fait, à ce moment-là, la tête n'est pas juste et le cerveau, c'est pas juste un lieu de production de la pensée comme aujourd'hui on le conçoit. C'est pas qu'on a tort, c'est juste qu'on le conçoit d'un point de vue très matériel. C'est vrai que d'un point de vue matériel et d'un point de vue de l'esprit, mais l'esprit, entre guillemets, le mental inférieur, on appelle souvent ça comme ça dans les traditions ésotériques, c'est vrai que c'est de la production de pensée dans la matière grise, et toute cette pensée-là qu'on associe à la tête, c'est quelque chose encore de très matériel qui n'a rien à voir avec la symbolique du feu. C'est plus à voir avec la symbolique de l'air en fait, on est encore ici. Quand on est dans la pensée analytique, on est vraiment encore finalement dans l'air. Et le feu, en fait, c'est plutôt en rapport avec ce qu'on a dans les différentes cultures qui est l'élixir d'immortalité, l'ambroisie. C'est-à-dire que dans la tête, on va contacter le monde métaphysique et on va en ramener une goutte. On va ramener une bribe de cette connaissance infinie qui est dans le monde métaphysique, dans l'unité, dans un espace de conscience en dehors du temps et de l'espace, justement, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Les mots, à chaque fois, on se fait un pied de nez, on dit espace, où il n'y a pas d'espace, du coup, de quoi on parle? C'est compliqué d'en parler. Mais c'est toujours l'idée d'aller, c'est comme une tétée, d'aller piocher une petite goutte quelque part par là en conscience et de ramener ça. Et cette petite goutte est un élixir d'immortalité qui va nous permettre d'être pleinement vivant, pleinement engagé dans sa vie terrestre, parce que infiniment nourri par une seule goutte. Et de temps en temps, hop, on retourne aller chercher téter sa goutte au ciel. C'est tout le symbole du miel et du lait qu'on a dans les différentes mythologies et cultures. La voie lactée. Je vais chercher une goutte de lait et je reviens. Le miel qu'on retrouve dans beaucoup de mythes et qu'on a encore, par exemple, communément dans la lune de miel. Qu'est-ce qu'ils vont faire les deux amants qui viennent de se marier et qui se mettent à part pour vivre leur idylle le temps d'un instant? Ils vont être au royaume des dieux le temps d'un instant. Donc ils vont vraiment goûter à cet amour nouveau et donc forcément gigantesque. Et c'est la lune de miel. On va à ce moment-là dans un amour profond.
C'est toujours plus facile au début d'avoir cette intensité. Voilà. Et donc, le miel, le lait, l'élixir d'immortalité, l'ambroisie, on retrouve ça dans toutes les cultures. Et cette immortalité, en fait, c'est quoi? C'est juste qu'en fait, on va dans un endroit qui n'est pas soumis au temps et à l'espace. Donc forcément, il n'y a pas de mort. Enfin, il n'y a pas de naissance et il n'y a pas de mort. C'est un endroit de tout temps, de toute éternité, auquel on peut accéder. Et je dis encore endroit, je sais pas, les mots me manquent. Je peux pas dire endroit puisqu'il n'y a pas d'espace. C'est une dimension tout autre, mais qui est connue pour être divine. Et c'est ça l'élément feu. Et donc, le but de l'être humain, en fait, c'est de voyager entre le feu, l'air, l'eau, la terre, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et donc, des fois, par exemple, dans certains ouvrages, on parle d'être un aimant quadripolaire, c'est-à-dire comme si, en fait, on était un individu, une conscience, une âme, ce qu'on veut, allez, on va dire une conscience, qui va s'infuser dans ces quatre éléments et les harmoniser entre eux. Et bien sûr, en fait, quand je parle de ce feu métaphysique, en fait, quelque part, ce feu métaphysique, c'est l'éther, en fait. C'est la quintessence. Parce que finalement, le feu, vraiment élémentaire, élémental, là, comme il est présenté là, c'est notre désir d'élévation, notre puissance d'aller vers le haut. Et en fait, pourquoi? Pour rejoindre l'éther, en fait. Hein, puisque quand je parle de ce lieu en dehors du temps et de l'espace, en fait, c'est l'éther. Et le moyen pour atteindre l'éther, c'est le feu. J'en avais parlé aussi. Voilà, donc si pour résumer ça, on pourrait dire, pour résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit, on pourrait dire que la conscience, en s'appuyant sur la réalité physique de l'élémentaire, en plongeant dans la sensibilité du monde magique où règnent les images de l'élément haut, où là on est dans un monde imaginal, où on fait preuve d'une grande sensibilité, où on s'infuse, on vit les choses pleinement, on vibre intensément toutes ces émotions et toutes ces sensations, toute sa sensibilité, tous ces sentiments, où on se relie profondément aux autres dans un amour et une empathie infinie. Cette conscience donc qui s'appuie sur la réalité physique, qui vit sa sensibilité ici, qui s'appuie aussi sur l'intelligence du cœur, donc le contact avec soi profondément, où on est en lien avec son unicité et donc l'unicité des autres aussi. Et que la conscience est transportée par le souffle ardent des poumons qui nourrissent le cœur, où en fait on a cette puissance d'action pour les idées, cette puissance d'action pour apporter son œuvre au monde, et pas juste suivre des valeurs qui étaient déjà là, mais apporter du nouveau. On a tous quelque chose de nouveau à apporter. Si la conscience est capable de faire tout ça, alors elle est prête à s'immoler dans un feu transcendant. On accepte de perdre tout sentiment d'individualité pour se fondre dans le grand tout. Et c'est ça qu'on appelle la transcendance. Et donc voilà l'idée un peu de la conscience qui doit voyager dans ces quatre éléments et qui sont en analogie avec le corps humain pour pouvoir appréhender la vie dans son entièreté, dans toutes ses facettes. Voilà, facile à dire. Vous avez une vision d'ensemble et maintenant il n'y a plus qu'à. Merci pour votre écoute et puis